Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai encore changé de cadre parce que la lumière de l'autre côté m'allait pas. Donc j'espère que celle-là sera un peu plus agréable. Je vous retrouve pour vous parler de mes dernières lectures en roman cette fois-ci. Et ça va être une vidéo assez longue, je vous préviens tout de suite parce que souvent je prends des notes quand je lis des livres pour aborder certains thèmes, quand il y a des choses qui me passent par la tête, etc. Et là j'ai pris des notes mais j'ai mis une tartine pour chacun des livres, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Prenez-vous un truc à grignoter, à boire, voilà, tout ce que vous voulez, installez-vous confortablement. Je pense que vous l'avez vu de toute façon au timer de la vidéo, mais on en a pour un moment. Et puis on en a d'autant plus pour un moment que cette vidéo, ces dernières lectures, ça a été l'occasion pour moi de réfléchir à ce qui me faisait aimer un livre, à ce pourquoi certains livres fonctionnent avec moi alors que d'autres pas du tout. C'est une question qui est toujours très difficile à répondre, je trouve, parce que la lecture pour moi ça reste un moment extrêmement personnel, alors qu'on la partage ou qu'on la partage pas sur internet ou peu importe, mais alors il y a des choses qui vont marcher chez beaucoup de gens, il y a des choses qui vont marcher que chez certaines personnes, et même si un livre est très bien, même si un livre est objectivement très bon, il y a des personnes pour qui ça marchera pas en fait, parce que un livre pour moi c'est une rencontre, et c'est une rencontre extrêmement personnelle, extrêmement particulière, extrêmement unique, et ça peut marcher pour quelqu'un à l'instant T, ça marchera pas pour la même personne la semaine prochaine, parce que comme pour une rencontre avec une vraie personne, il y a des moments où on est plus ouvert que d'autres, il y a des moments où on est prêt à certaines choses et pas à d'autres, il y a des moments où on a envie d'aller vers les gens et d'explorer des nouvelles choses, il y a des moments où on a juste envie de rester dans sa zone de confort, et pour toutes ces raisons-là, un livre pour moi c'est vraiment une rencontre à un instant T qui fonctionne ou qui fonctionne pas, et ce, un peu indépendamment des qualités intrinsèques du livre. Alors, il y a des choses qui, le style d'écriture, la construction de l'univers, etc., des choses assez objectives, mais j'ai du mal dans mes avis et d'une manière générale à rester à 100% objective, et je pense que pour ma part en tout cas c'est impossible, parce que pour moi vraiment la lecture c'est trop quelque chose de subjectif, c'est trop quelque chose de personnel pour pouvoir vous donner un avis complètement objectif. Je trouve ça inconcevable, mais ce n'est que mon ressenti personnel, qui n'est pas du tout objectif d'ailleurs. Et c'était d'autant plus vrai avec ces livres, et c'était d'autant plus vrai dans ces lectures un peu particulières. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en discuter, donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel est vous, votre rapport à la lecture, si vous trouvez aussi qu'il y a certaines lectures qui marchent pour vous à certains moments alors que d'autres pas du tout, et que c'est très très ponctuel et que c'est vraiment comme ça extrêmement subjectif, ou si par ailleurs vous êtes vraiment, vous, extrêmement détaché de cet aspect-là de vos lectures et que vous arrivez à apprécier les qualités propres d'un livre, indépendamment du moment dont vous le lisez, indépendamment du livre, indépendamment, j'allais dire indépendamment de la personne que vous êtes, mais pour moi encore c'est difficile, parce qu'en fait, je considère qu'on interprète un livre avec ce qu'on est et avec ce qu'on perçoit des personnages, mais du coup, encore une fois, par rapport à notre propre vécu, à notre propre ressenti, à nos propres façons de voir les choses. Et c'est très difficile de pas y mettre quelque chose de personnel en fait. C'est pour ça que un même livre sera pas du tout interprété de la même façon par deux personnes différentes, vous voyez. C'est pour ça qu'en soi, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à concevoir qu'on arrive à rester complètement objectif dans une lecture, mais si c'est votre cas, bah dites-moi comment vous faites, parce que ça m'intéresse, voilà. Cette intro est déjà beaucoup trop longue, mais voilà, j'avais envie de partager un petit peu mes réflexions philosophiques, mes pensées sur la lecture. Et je vous propose qu'on embraye tout de suite sur les livres. Ça va continuer un peu à philosopher dedans, vous inquiétez pas. Le premier livre que je vais vous présenter, je ne l'ai pas en physique puisqu'il s'agit de mon livre audio du mois de juillet. Et en disant ça, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous le présenter dans le book haul. Pourtant, j'y ai pensé juste avant. Et vraiment, je voulais le présenter au début. Et puis j'ai oublié parce qu'il n'est pas en physique. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, pour le mois d'août. Mais on va voir. Donc le livre audio en question c'est Characaille de Bradley P. Beaulieu, qui est publié chez Brajlon, Milady, tout ça. Et donc là moi que j'ai sur Audible, où point intéressant, ils ont fait des espèces d'intégrales de livres audio. Donc vous achetez un seul livre audio et là vous avez les 3 tomes de Characaille. Ils ont fait ça aussi pour Le Nom du Vent, si jamais ça vous intéresse. C'est une série que j'aime particulièrement. Alors moi j'ai déjà lu les 1,5 premiers tomes, donc je voyais pas l'intérêt d'acheter l'intégrale alors qu'il me restait qu'une partie à lire, mais si vous l'avez pas découverte, je pense que ça peut être l'occasion parfaite, parce que du coup, encore une fois, c'est Amazon, tout ça, mais pour un crédit audio, là en l'occurrence, vous avez 3 livres.
Donc je trouve ça assez intéressant et j'avais envie de partager cette espèce de bon plan. Ils ont fait d'autres intégrales comme ça que j'ai pas forcément en tête, mais si ça vous intéresse, vous les trouverez sur Audible. Revenons-en à Asharaka. Du coup j'ai lu le premier tome de cette intégrale, je suis en train de lire le tome 2 mais je ne peux pas vous en parler encore. C'est une lecture que c'est une écoute du coup que j'ai beaucoup appréciée. C'est marrant parce que pour moi ce livre est à mi-chemin entre Devabad, donc la cité de laiton, etc. et Fils des brumes, si ça peut vous donner une idée. Donc c'est de la fantaisie orientale avec un univers extrêmement mystérieux, assez malsain je dirais, et avec, comme pour Fils des brumes, et c'est pour ça que j'avais cette idée un petit peu en tête, un espèce de pouvoir un peu surpuissant qui chapeaute toute la ville un petit peu de l'extérieur d'une espèce de colline comme ça, et qui plane un petit peu voilà sur le monde et qui fait flipper absolument tout le monde, comme l'empereur de Fils des brumes. Et donc ce pouvoir c'est en fait les 12 rois de Sharakai qui sont extrêmement mystérieux au début du récit, et je veux pas trop vous en dire plus parce que moi j'en connaissais pas grand chose de ce livre, je l'ai vraiment acheté un petit peu sur un coup de tête parce que j'avais un crédit audio, parce que l'occasion m'avait l'air intéressante et parce que Cornelius en a parlé dans une de ses dernières vidéos sur ces livres qu'il ne pensait jamais lire, et il m'avait donné bien envie, mais sans rentrer trop dans les détails, donc encore une fois j'essaie de vous rendre la faveur si je peux. C'est vraiment un livre dans lequel on se retrouve un petit peu plongé, et c'est, vous savez, les livres où on attrape l'histoire en route et où le personnage prend pas le temps de nous expliquer sans s'étendre les tenants, les aboutissants, le contexte, tout ça, et on attrape un peu le train en marche si on veut. La seule chose qui nous permet un petit peu de raccrocher les wagons, c'est le fait que on suit une double temporalité, donc où on suit le personnage principal, on suit donc ce personnage de Cheda quand elle était petite fille et à l'heure actuelle où elle est jeune adulte, elle a la vingtaine, et où on voit qu'il y a un truc qui est un peu obscur dans son passé, il y a des choses qui sont pas du tout claires. Sa mère elle a disparu, on sait pas trop pourquoi, Cheda ne sait pas non plus trop pourquoi, elle a plein d'incointances avec des gens un peu louches, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu obscures comme ça et qu'on découvre au fur et à mesure. Et juste l'univers, la mythologie, la profondeur du truc était extrêmement intéressante. Il y a tout un jeu, comme dans la cité de laiton, autour de la langue, autour de la nourriture, autour des vêtements, qui est extrêmement immersif, parce que vraiment on comprend la complexité de l'univers, etc. Il y a tout un jeu autour d'un panthéon de dieux qui a plus ou moins un rapport avec ces fameux rois, et c'est mythologie que j'aime bien, où on nous fait pas une liste d'affilée en se disant alors ça c'est le dieu de machin, ça c'est le dieu de machin pendant 2 pages. C'est un petit peu saupoudré au cours du récit où en fait ils interviennent à des moments où c'est logique, où c'est cohérent, et il y a pas juste tout un passage où je sais pas le personnage principal lit un livre et se dit ah bah oui c'est tous les dieux machin truc. C'est, je trouve, un petit peu plus suggéré comme ça, un peu plus immersif, et je trouve ça vraiment extrêmement agréable quand c'est fait comme ça. J'ai trouvé l'histoire très bien rythmée, j'ai trouvé le personnage principal vraiment très intéressant pour plein d'aspects. Encore une fois, c'est pas un personnage blanc ou noir, il y a des choses qu'elle fait qui sont plus ou moins discutables, il y a des motivations qu'elle a qui sont également plus ou moins discutables, mais comme peuvent l'être les personnages secondaires qui sont aussi extrêmement intéressants. On suit quelques-uns de leurs points de vue qui permettent un petit peu de changer du point de vue de Cheda et d'avoir une vue un petit peu globale. On suit notamment certains rois, on suit certains de ses amis ou certains des gens avec qui elle a des relations qui sont pareil un petit peu ambiguës, un petit peu ambivalentes comme ça. Et j'ai trouvé que vraiment cet ensemble de construction était très bien fait et permettait vraiment qu'on se plonge dans la complexité de cet univers qui est pas forcément très simple, encore une fois par le fait qu'il y a tout un vocabulaire à appréhender, mais qui se faisait très bien en livre audio. La lecture était extrêmement agréable et j'ai passé un très bon moment. Comme je vous le disais, j'ai enchaîné directement avec la lecture du tome 2, alors que j'ai mis un petit peu en pause cette semaine parce que j'avais envie d'écouter de la musique dans la voiture et pas de livre audio, mais que je reprendrai avec grand plaisir la semaine prochaine, et que je pense que je vous présenterai dans les prochaines dernières lectures du coup. Et avec cet avis plutôt très positif sur Sharakai, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte sur le fait d'aimer les livres et tout, ça a pas l'air de poser problème. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec le tome 2 d'Hadès et Perséphone, donc A Touch of Ruin de Scarlett Sinclair chez Hugo Roman. Je vous ai présenté le tome 1 assez récemment, j'en avais parlé aussi un petit peu dans ma vidéo sur la lecture du mythe d'Hadès et Perséphone que je vous mets dans le petit. J'avais plutôt apprécié le tome 1 que j'avais trouvé assez classique dans la New Romance, mais avec une touche de mythologie intéressante, même si l'univers n'était pas extrêmement développé, et que j'avais trouvé extrêmement addictif pour le coup, raison pour laquelle je m'étais relativement précipitée sur ce tome 2 que j'ai lu assez vite
finalement. La raison pour laquelle je vous parle du fait d'aimer les livres, etc., c'est que pour moi, vraiment, ce n'est pas un livre qui est exempt de défauts, loin s'en faut. Vous avez probablement dû le voir passer un petit peu partout sur Instagram, etc. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas franchement apprécié ce récit parce que, et je les rejoins là-dessus, c'est pas extrêmement bien écrit. Alors je sais pas du tout si ça tient de la traduction ou du matériel de base, c'est toujours le problème dans les romans qui sont traduits, mais il y a beaucoup de répétitions de mots d'une phrase à l'autre qui rend, je trouve, la lecture un petit peu répétitive, pas extrêmement agréable. C'est pour moi un tome qui tombe dans tous les écueils des tomes 2 de New Romance, et une des grosses raisons pour lesquelles je préfère majoritairement les séries avec des tomes compagnons, c'est que là, la quasi-totalité de ce récit repose sur les engueulades des personnages, qui reposent pour elles en grande partie sur les insécurités du personnage principal féminin, donc de Perséphone, sur sa relation avec Hadès, sur les changements dans sa vie, etc. Alors, qui sont pas forcément inintéressants, parce qu'effectivement il y a beaucoup de chamboulements et ça peut créer des insécurités, mais c'est juste exclusivement ça, et exclusivement des engueulades qui montent extrêmement vite et redescendent extrêmement vite, parce que on a l'impression que l'autrice veut pas vraiment impacter la relation de ses personnages en créant des grosses ruptures, des choses comme ça. C'est un peu du je t'aime moi non plus, mais tiède, si vous voulez. C'est pas extrêmement flamboyant, c'est pas extrêmement tendu, c'est pas extrêmement dramatique, et finalement il y a pas tant d'enjeux que ça dans ces engueulades, parce que on sait très bien que en fait ils s'aiment toujours et qu'ils vont revenir ensemble, et que on sait pas trop finalement pourquoi ils s'engueulent, et eux non plus, parce que vraiment il y a des dialogues où d'une phrase à l'autre c'est résolu et on fait hein, que s'est-il passé, pourquoi, et voilà, c'est en ça où vraiment parfois la lecture ça fait un peu lever les yeux au ciel. C'est pas toujours extrêmement plaisant. Il y a un peu de frustration de ma part en tout cas, parce que c'est des choses qui semblent un peu de communication, ça résout à peu près tout si vous voulez. Bref, mais il y avait des choses intéressantes, on construit un petit peu plus la mythologie, même si encore une fois c'est pas la réécriture d'Hadès et Perséphone où vous aurez plus de mythologie, on s'intéresse un peu plus à d'autres dieux, notamment à Apollon, qui est quand même un bon gros tas de merde, pour sa relation avec ses amants d'une manière générale, qui laisse globalement énormément à désirer. Mais c'est intéressant de voir ces aspects-là, de voir un petit peu aussi Perséphone qui essaie de s'émanciper, qui continue son émancipation à la fois professionnelle et personnelle, qui essaie de trouver sa place, qui essaie de trouver sa voix, sa voix, voix et sa voix. Pour toutes ces choses-là, il y avait des choses intéressantes. Il y avait encore une fois des clichés dans les retournements de New Romance, avec typiquement le schéma narratif que peut avoir 50 nuances de Grey, si vous voyez un petit peu. Pour toutes ces choses-là, c'était pas la lecture de l'année, c'était pas un livre transcendant, il a énormément de défauts, il y a des moments où ce que je lisais faisait un peu lever les yeux au ciel, encore une fois il y a des choses qui je pense auraient pu être résolues autrement, il y a des problématiques qui n'en étaient pas vraiment, et d'autres qui auraient pu être un peu plus exploitées, etc. Mais il y avait beaucoup de mignonneries dans la relation Hadès et Perséphone quand ils s'envoyaient pas des choses à la figure. Il y avait vraiment des beaux moments de tension, des beaux moments d'amour globalement, quand tout n'était pas que sexe et que engueulade résolue par le sexe, parce que ça aussi c'est quand même un des gros problèmes dans la New Romance, mais sexe avec consentement, et ça c'est quand même toujours agréable. Je trouve que c'est quand même une des choses qui est assez présente dans ce récit. On voit que l'autrice a essayé d'y apporter un petit peu de modernité, et ça j'ai vraiment apprécié. Et donc vous allez vous dire, c'est un avis vraiment mais... Et c'est un peu ça, effectivement, je suis pas extrêmement fan, il y a des choses que j'ai pas appréciées, il y a des choses que j'ai appréciées mais qui s'équilibrent plus ou moins, mais dans l'ensemble du grand tout de ce livre, eh ben j'ai pas passé un mauvais moment en fait. J'ai apprécié globalement ma lecture, je l'ai lu assez vite, j'avais envie de connaître la suite, etc., même si vraiment j'étais un petit peu saoulée parfois. Et c'était extrêmement addictif, c'était plutôt bien rythmé, l'univers et les personnages, encore une fois, étaient assez intéressants. Et en fait, en refermant ce livre, j'avais envie de lire la suite. Alors, pas tout de suite, pas aussi rapidement que pour le premier tome, parce que voilà, encore une fois, il y a des choses qui m'ont quand même un petit peu refroidi. Mais pour le coup, c'était pas une mauvaise lecture en soi, malgré tous ses défauts. Et j'ai vraiment envie de continuer cette série, de voir où ça peut aller, parce que j'ai apprécié le personnage de Perséphone
malgré tout le côté un peu puéril, trop jeune qu'elle peut avoir, surtout par opposition à Hadès qui a vécu des millénaires, qui sait beaucoup de choses et qui est extrêmement mystérieux, extrêmement froid parfois. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Hadès, hein, vraiment, je pense que c'est un de mes personnages préférés, avec le personnage d'Hécate qui est la meilleure prof du monde. D'ailleurs, il y a des passages d'apprentissage fort sympathiques dans le récit, mais voilà, avec en plus Hécate qui est, je pense, une de mes déesses préférées et d'autant plus dans ce récit. Donc Hadès et Hécate, formidable. Le personnage de Perséphone un peu moins, mais j'ai apprécié son évolution, j'ai apprécié sa montée en puissance, j'ai apprécié le fait qu'elle veuille vraiment cette indépendance et qu'elle se batte pour ça, même si des fois, voilà, en termes de choix de combat, peut-être c'était pas forcément ce que j'aurais fait, mais elle défend son truc et c'est un personnage assez entier quand même, assez bien construit, qu'on soit d'accord avec ses choix ou pas, ça se défend. Et c'est en ça que je trouve que ce livre fonctionne bien quand même, malgré tout ce qu'il peut avoir de problématique, malgré tout ce qu'il peut avoir parfois d'un petit peu trop drama, etc. Il y a une cohérence, il y a une vraisemblabilité dans le drama des dieux d'une manière générale et dans l'aspect un petit peu tabloïd et en plus à la sauce moderne que peut avoir cet univers. Donc ça fonctionne avec moi, ça me donne envie de continuer en fait. Et c'est pour ça que je vous parlais de ce qui me faisait aimer les livres. Celui-là, je pense que c'est un peu un ensemble, mais j'ai du mal à vous dire ce qui a fait pencher la balance en faveur de ce livre, parce que vraiment il y a pas mal de points négatifs, et pourtant je ressors de ma lecture plutôt satisfaite, on va dire. C'est bien parce qu'on va alterner les lectures qui m'ont vraiment convaincue et les lectures où je suis un peu... et du coup où il y a de la discussion, donc c'est un peu plus peut-être aéré pour vous, je ne sais pas, j'espère en tout cas. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est l'anthologie des Utopiales 2021, dont la préface est faite par Jérôme Vincent, et donc j'imagine que c'est lui qui l'a dirigé, mais je peux aussi bien dire une grosse boulette. J'ai attaqué ce livre parce que j'avais refermé juste avant l'anthologie des Imaginales de 2021, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, dernière lecture, que je vous mettrai pareil dans le petit. Et j'avais vraiment adoré retourner dans ces nouvelles fantasy fantastiques qui exploraient plein de chemins différents et qui permettaient de découvrir ou de retrouver plein de plumes différentes. Et je voulais un petit peu continuer dans cet esprit-là, continuer dans mes découvertes ou mes redécouvertes et continuer dans l'expérimentation que peuvent apporter les nouvelles. Et c'était génial en fait. Alors déjà, gros point sur cet objet livre que je trouve absolument formidable, avec un format assez bizarre parce qu'il est presque carré, mais que je trouve vraiment trop mignon, et c'était vraiment extrêmement agréable à lire. Je connaissais pas du tout ce format chez ActuSF et vraiment le confort de lecture était au rendez-vous, donc c'était très très chouette. C'est un recueil d'une grosse douzaine de nouvelles si je ne dis pas de bêtises, et pour une fois je peux vous dire que je les ai absolument toutes adoré, vraiment, ça a été un sans faute pour ce recueil, avec des nouvelles qui sont toutes extrêmement diverses, qui prennent toutes des points de vue complètement différents. Alors le thème de cette anthologie, c'est les frontières, et on parle à la fois des frontières physiques, des frontières mentales, des frontières de temps, des frontières d'espace, enfin vraiment c'est extrêmement riche comme thème, et les auteurs l'ont très très bien traité, et c'est plutôt un recueil de nouvelles de science-fiction, je dirais, mais il y a un petit peu de fantaisie quand même, si je me trompe pas, il y a une ou deux nouvelles où j'aurais dit que c'était un peu plus de la fantaisie. Je vais vous parler un petit peu de chaque nouvelle, je suis désolée, peut-être que ça va faire un peu catalogue, mais je les ai tellement appréciées, ça a tellement été des super découvertes que il faut que j'en parle, voilà. La première, donc, c'est Mesurer l'empreinte de Claire Duvivier, que je découvrais dans ce récit. J'ai un livre d'elle à lire, donc Citadin de demain, le premier tome de Capitale du Nord, qui est paru chez Forge Vulcain, je crois, que j'ai acheté aux Imaginales de cette année. Il me tarde de découvrir, surtout après avoir lu cette nouvelle, parce que c'est une plume, c'est un imaginaire, c'est une vision absolument incroyable. Il y avait beaucoup de choses qui étaient extrêmement visuelles dans sa nouvelle. Alors je vais pas vous raconter toutes les nouvelles parce que ça passe tellement vite que si je vous raconte un peu de quoi ça cause, je vous spoil déjà tout, mais sur l'ambiance un petit peu, on parle de boucle temporelle, voilà, c'est la seule chose que je vais vous dire sans vous spoiler trop, mais d'une façon extrêmement originale, extrêmement novatrice, et qui fait réfléchir sur beaucoup de choses, donc j'ai vraiment adoré. Après, j'ai découvert la plume de Christophe Siebert, donc avec Empathia, qui se passe dans une espèce de Russie futuriste, et ce qui va être le sujet, c'est plutôt la frontière homme-machine et la relation homme-machine et esprit, donc un peu dans ce truc d'intelligence artificielle ou d'homme-machine, etc., et où la frontière se place, si vous voulez, et c'était
extrêmement intéressant également, vraiment. En plus j'ai beaucoup aimé ce format interrogatoire, entretien, qui permet vraiment de rentrer dans la psychologie des personnages et qui a très bien marché pour moi. Ensuite, la nouvelle Mapus d'Elisa Bayram, qui a une écriture pleine de tendresse, qui parle encore une fois de la coexistence entre l'homme et la machine, avec un style d'écriture un peu particulier où le codage s'insère dans le récit et fait un petit peu irruption, comme la machine peut faire irruption dans l'homme, et cette dualité qui était vraiment très intéressante, et ces personnages encore une fois qui étaient extrêmement intéressants également. J'ai redécouvert, en tout cas retrouvé avec grand plaisir, la plume d'Isabelle Botian dans Catharsis, qui est une histoire d'amour au-delà de la mort, avec encore une fois une place de la dualité homme-machine très importante. Une histoire qui m'a vraiment beaucoup touchée, encore une fois avec une place extrêmement importante des personnages et ce format un petit peu de discussion que vraiment j'aime particulièrement dans les nouvelles. D'autres plumes que j'ai découvertes, Jean Barré avec une histoire un petit peu loufoque où Jésus revient dans un western sur un fond de Grégory Le Marchal et dans une télé-réalité à la Hunger Games. Voilà, si ça vous donne pas envie de le lire, je ne sais pas ce qu'il vous faut. J'ai découvert également Luce Baster avec Arnaque, prothèse et recyclage, qui m'a tellement envoyé des vibes de Becky Chambers et des Voyageurs que c'était incroyable, vraiment. Je sais pas si c'est la Becky Chambers française, mais ça m'a donné extrêmement envie de découvrir ces récits en tout cas, parce que c'était juste un plaisir. J'ai absolument adoré, je pense que c'est le gros coup de cœur de cette anthologie, même si j'ai adoré toutes les nouvelles, Transdivinité de Morgan Stankiewicz, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, je suis désolée si ce n'est pas le cas, qui est une réécriture de la mythologie grecque. Vous connaissez mon amour pour ce format, avec le postulat que Arès est une femme. Et juste ça, et tout l'aspect autour des dieux, et le fait de prendre vraiment à bras le corps cette espèce d'hypersexualisation des dieux qui est vraiment extrêmement prégnante dans la mythologie grecque, et qui là n'était pas du tout mise sous le tapis ou rejetée, bien au contraire, et extrêmement intéressante. Et vraiment juste, Arès est une femme quoi, enfin franchement c'était génial. Et le style d'écriture et les personnages, encore une fois, c'était un bonheur. Je pense que c'est une nouvelle que je relirai parce que c'était drôle, c'était bien pensé, c'était féministe, c'était progressiste, c'était parfait. Vraiment, c'était génial. Toujours, mais une excellente découverte, mais comme toutes ces nouvelles finalement, l'appel de Katia Lanero Zamora, qui pour le coup, je classerais dans la fantasy, avec un univers et un système de magie très cool. Et c'était incroyable le fait qu'en si peu de pages, l'autrice arrive à dérouler tout ça et à la fois nous faire apprécier les personnages et tout ce qu'elle a créé, et c'était magique. Et on voyait en plus l'évolution des personnages sur 10 dizaines d'années, mais en une dizaine de pages. Donc vraiment incroyable. Une nouvelle qui m'a un peu brisé le cœur, le projet Thermopyle de Richard Canal, qui là est plutôt de la science-fiction, pas très éloigné de nous, où les hommes doivent quitter la Terre globalement, et on voit comment ça se passe, et franchement c'est d'un réalisme et d'une tristesse et d'une espèce d'inéluctabilité affreuse, mais nécessaire, je pense vraiment. C'était extrêmement bien fait, extrêmement bien réalisé. J'ai découvert Karim Berouka, que je vois un peu traîner de temps en temps sur Booktube. C'est celui qui a écrit Comment on a foutu en l'air la fantaisie, ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai la couverture là, qui a l'air assez drôle. Sa nouvelle La bande se métamorphose ne faisait pas exception. Pour moi, c'est plutôt du fantastique que de la science-fiction pour le coup. On suit un groupe de jeunes qui va se retrouver dans une aventure qui n'était pas prévue. On va dire ça comme ça. Et c'était pareil, extrêmement drôle, extrêmement bien construit, un petit côté horrifique, très intéressant, très bien maîtrisé, et j'ai passé encore une fois un excellent moment. J'ai découvert également un auteur que je vois traîner pas mal, donc Camille Le Boulanger, avec la nouvelle La Planète Cité, qui est une nouvelle un peu particulière parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de personnage à part cette planète justement, et qui pose plein de questions, qui est très philosophique, qui fait énormément réfléchir, et qui est un petit peu comme ça, hors du temps, hors du truc, et que j'ai vraiment beaucoup apprécié, dont j'ai vraiment apprécié la narration, qui m'a un peu laissé cet effet bizarre, différent, mais très agréable. Et alors, un autre de mes formidables coups de cœur, Sylvie Denis avec Après l'Éden, qui est encore une fois, alors, pour le coup peut-être de la science-fantasy, dans un univers qui a beaucoup changé, avec des personnages et une espèce de race qui a beaucoup évolué également. C'est un récit qui d'ailleurs est écrit à l'écriture inclusive, et c'était
dans cette anthologie les 2 premières fois, parce qu'il y a 2 nouvelles qui sont écrites comme ça, où je lisais un texte qui était complètement écrit à l'écriture inclusive et pas seulement les dialogues. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et ça m'a pas tant dérangé dans ma lecture, c'est ce que reprochent beaucoup de gens à l'écriture inclusive qui est pas forcément extrêmement fluide, etc. Et ben moi j'ai pas trouvé que c'était forcément un problème et en plus là c'était extrêmement cohérent avec les 2 nouvelles, donc vraiment ça posait pas du tout de problème, bien au contraire. Et j'ai vraiment adoré ce récit qui est très très différent de tout ce que j'avais pu lire en science-fiction, mais qui pose toujours un peu le même type de questions extrêmement importantes sur les évolutions et un petit peu les espèces de cercles vicieux qu'on peut créer, et avec encore une fois des personnages auxquels on s'attache énormément en extrêmement peu de pages, et un univers qui est encore une fois très complexe, très divers en peu de mots. Ce recueil de nouvelles, ça a été une énorme claque, plusieurs énormes claques même, puisque j'en ai eu quelques-unes à pas mal de nouvelles, et juste des excellents moments de lecture, et il me tarde vraiment énormément de mettre la main sur l'anthologie des Utopiales 2022, du coup, parce que si celle-là était aussi bien, je n'ose imaginer ce que sera la suivante, et en vrai, j'ai très très envie de me procurer même les anthologies des Utopiales précédentes, parce que c'était trop cool. Enfin franchement, on parle pas beaucoup de nouvelles sur Booktube, on parle pas beaucoup d'anthologies comme ça, mais enfin franchement, si vous aimez ce format-là, en plus franchement, je trouve que pour le coup, c'est des nouvelles où on a vraiment le temps dans ces formats très très courts de s'attacher à ces univers, de s'attacher à ces personnages, et on a vraiment l'impression que l'histoire, elle se résout à la fin, et ça c'était juste extrêmement agréable. Et enfin franchement je vous recommande à 3000% ce recueil qui est formidable. Et je sais que j'ai déjà parlé 372 ans des nouvelles et c'est pas fini, pas parce que je vais vous parler d'autres nouvelles, mais parce que je vais encore blablater 372 ans sur d'autres livres. Je vous présente du coup le tome 1 des Éveilleurs de Pauline Alphen aux éditions Hachette. Je vous l'ai présenté très très récemment dans ma vidéo sur les reliques de ma pile à lire, qu'encore une fois je vous mettrai dans le petit. C'est un livre du coup qui est dans ma pile à lire depuis plus d'1 an, que j'avais acheté un petit peu sur un coup de tête parce que je l'avais vu en occasion et que Pauline de la chaîne Pétatras en parlait très très bien, disait que vraiment c'était un livre qu'elle appréciait énormément, et du coup ça m'a donné très très envie sans en savoir finalement grand chose de ce livre. Et c'est vrai que quand je l'ai commencé, j'étais assez surprise parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais soit à de la fantasy, soit du fantastique, et on est plutôt encore une fois dans ce que je qualifierais de science fantasy, dans le sens où on a ce côté futur assez lointain, où l'humanité est un peu revenue à des bases moyenâgeuse, on va dire, avec très peu de technologie, mais il y en a quand même un petit peu, et cet esprit un peu de chevalier, de grands châteaux et de choses comme ça. Comme ça peut être le cas pour La Reine du Tirling, si vous voyez un petit peu la trilogie, pour moi c'est un petit peu le même contexte, si on veut, où voilà, il y a eu un effondrement il y a très très longtemps, et le monde s'est un peu reconstruit comme ça, et en plus il y a une espèce de touche fantasy fantastique de pouvoir là-dessus. Et du coup j'ai découvert ça, ça m'a un peu déroutée initialement quand j'ai commencé ma lecture, parce que vraiment c'était pas ce à quoi je m'attendais. C'est également un récit beaucoup plus jeunesse que ce à quoi je m'attendais, avec des personnages principaux qui sont des jumeaux qui ont 13 ans je crois. Tout ça m'a un peu déroutée, donc j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Et ça a un peu continué sur l'ensemble de ma lecture, même s'il y avait des trucs que j'appréciais. Il y a notamment beaucoup de références, donc ce qu'ils appellent les temps d'avant, mais avec toute la culture qu'on peut avoir, donc des récits de fantasy de Harry Potter, de Star Wars, du Seigneur des Anneaux, de tout ce que vous voulez, donc qui était très appréciable. On voit que l'autrice aime ses histoires, aime ses livres, aime ses univers. Il y a des aspects assez intéressants en termes de représentation de personnages féminins, même en termes de représentation d'ethnie, puisqu'on comprend que les personnages sont tous plus ou moins racisés, parce que c'est un espèce de melting pot vu encore une fois l'évolution sur des siècles, etc. Il y a tout un passage d'apprentissage avec un peu de philosophie, un petit peu de différentes choses à acquérir, qui pour le coup m'a plutôt pas mal intéressée. J'ai bien aimé les relations qui se tissaient avec les élèves et les maîtres entre guillemets. Pareil, il y a des relations amicales un peu plus qui étaient pas forcément inintéressantes. Mais j'avais vraiment beaucoup de mal à accrocher aux personnages, à accrocher
à l'histoire et ça a continué en fait tout le long du récit à tel point que la fin qui est quand même extrêmement dramatique, extrêmement rythmée, assez sombre, et ben elle m'a un peu fait ni chaud ni froid. Je tournais les pages parce que fallait que je le termine et que j'étais bien avancée et que globalement c'est une écriture qui est assez fluide, ça se lit assez vite, c'est pas désagréable du tout, loin de là, mais c'était... ouais, j'étais assez indifférente dans ma lecture en fait, j'avais pas de choses que je détestais, du tout, y a rien qui m'a vraiment choquée, y a rien qui m'a vraiment déplu, y a pas d'énormes défauts, mais... je suis restée extrêmement froide face à cette histoire, face à ces personnages. En plus, il y a des petites facilités dans le style, dans les dialogues que je trouvais parfois un petit peu maladroits, un petit peu trop, ou un petit peu surjoués, des choses comme ça, qui me faisaient d'autant plus, je pense, sortir de ma lecture. Mais du coup, tout ça fait que j'ai refermé le livre en me disant, bah ouais, je l'ai lu, mais sans plus. Alors je dis pas que je m'en souviendrai pas, parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes, il y a quand même un univers, etc. qui sont pas mal, mais en fait j'ai aucune envie de lire la suite, parce que j'ai aucune implication dans les enjeux de cette histoire et dans ces personnages. Et c'est en grande partie ce livre et ces personnes qui m'ont fait réfléchir sur ce que j'attendais d'un livre, ce que j'attendais d'une lecture, et ce qui faisait que je l'appréciais. Parce que sur le papier, ce livre-là avait, je pense, beaucoup de choses pour me plaire, en termes d'univers, en termes de construction, en termes d'historique, en termes un petit peu de mise en abîme parfois, ou de mythologie un petit peu, mais juste, ça l'a pas du tout fait, et je suis incapable de vous dire qu'est-ce qui a péché dans cette histoire. À part peut-être voilà ce style d'écriture parfois un peu maladroit, ces personnages peut-être un peu jeunes, j'ai pas du tout réussi à m'impliquer dans cette lecture et j'en suis la première désolée parce que vraiment j'avais très envie d'apprécier ce livre. Je partais avec un a priori extrêmement positif et ça n'a pas du tout marché et je n'irai pas la suite, mais je ne peux pas vous dire que c'est un mauvais livre, je ne peux pas vous dire de ne pas le lire parce que, encore une fois, Patatras l'a adoré, elle en parle très bien, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je pense que c'est vraiment un livre qui peut avoir un public, mais pas moi. Et c'est comme ça, et c'est pas grave. Encore une fois, comme je vous le disais en début de vidéo, un livre c'est une rencontre, et là je pense qu'on s'est juste croisés. Et le dernier livre de cette vidéo, alors je suis désolée, c'est un livre qu'on voit énormément passer sur tous les réseaux de l'internet depuis sa sortie, même un petit peu avant. Je vous l'ai présenté très récemment en book haul et je comprends qu'on a un peu marre du battage médiatique en tout genre qui est autour de ce livre, mais j'avais adoré le premier tome, j'avais extrêmement envie de me plonger dedans à sa sortie. C'est chose faite, je l'ai lu, je le finis et je vous en parle et comme ça on n'en parle plus. Mais désolée si je participe à vous saouler de ce livre, ce qui est très dommage je trouve, mais voilà c'est une espèce de surenchère de la maison d'édition et de tous les gens qui l'ont acheté et j'en fais partie, hein, mais voilà, désolée pour ça. C'est bien évidemment Un royaume de chair et de feu, donc de Jennifer L. Armentrout, chez De Saxius, qui est en hardback très joli. Vous l'avez vu passer partout sur internet. Il brille, il est fantastique. Bien que le hardback blanc qui soit sous cette deuxième jaquette est, je trouve, une extrêmement mauvaise idée parce que il est incroyablement salissant, vraiment. Je me considère comme une lectrice assez attentive, assez propre et je l'ai un peu abîmée, je l'ai un peu tachée et j'en suis extrêmement triste. J'en suis même venue à finir ma lecture en enveloppant mes mains dans une espèce de couverture pour absolument pas toucher ce livre et absolument pas avoir peur de le tâcher, pour vous dire où est-ce qu'on en est venu. Donc voilà. Pour moi, le hardback blanc, c'est vraiment pas une bonne idée. Cela étant dit, on va parler plutôt du contenu que du contenant, même si ces vernis sélectifs sont à tomber par terre. Un royaume de chair et de feu, c'est le deuxième tome de From Blood and Ash, donc le sang et la cendre, ce qui est sorti chez De Saxius l'année dernière, qui avait encore une fois fait énormément de bruit à sa sortie. C'est de la romantasy sur laquelle je vous donnerai pas forcément trop de détails parce que moi encore une fois j'ai plongé dedans sans rien en savoir et ça m'a énormément plu de tout découvrir. J'y allais parce que j'adore ce que fait Jennifer L. Armentrout d'une manière générale et ça a extrêmement bien marché pour moi. Je tiens d'ailleurs à profiter de ce moment un peu solennel pour décerner vraiment à l'autrice le titre de grande maîtresse de la tension sexuelle, de chevaleresse du flirt et de grande prêtresse également du Enemies to Lovers parce que elle savait très bien le faire dans Lux. J'ai pas encore fini Covenant mais elle le fait très bien, mais alors là c'est juste
tout ce qu'elle peut faire de mieux, je pense, condensé dans, pour l'instant, ces 2 volumes traduits, même s'il y en a beaucoup plus en VO. Ça vous traduit un petit peu mon avis, mais globalement, j'ai passé un moment absolument formidable dans ce livre. Alors, c'était pas gagné d'avant, parce que quand je l'ai reçu, j'ai vraiment voulu me plonger dedans assez rapidement, parce que j'avais un très très bon souvenir du premier tome. Et puis j'ai commencé, et je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de trucs, et les 70 premières pages ont été un peu difficiles. J'ai un peu ramé, j'ai un peu essayé de raccrocher les morceaux, et puis du coup, comme j'essaie de faire ça, eh ben, j'avais du mal à m'impliquer avec les personnages, avec ce qui se passait, parce que j'étais occupée à me souvenir de tout ce qui s'était passé avant. Donc il y a un moment où je me suis dit merde, je vais passer à côté du bouquin, c'est trop dommage. Et en fait, l'autrice remet plutôt bien le contexte, remet plutôt bien l'histoire en place. Et du coup, passer, je vous dis, c'est 70 pages, je l'ai juste bouffé. C'était trop bien. Il fait quand même 750 pages, mais ça se lit très très bien, c'est extrêmement fluide. C'est d'une addictivité incroyable. C'est le genre de livre que quand je le reposais pour aller bosser ou vaquer à mes autres occupations de vie normale, j'avais envie d'y retourner très très vite, et j'avais envie de savoir la suite, et j'y pensais un peu toujours en arrière-plan dans mon cerveau, et c'est une sensation que j'adore vraiment en lecture, et qui est de plus en plus rare, je trouve. Plus je lis et plus je découvre des univers, parce que je suis de moins en moins surprise, je suis de moins en moins accrochée à ce point-là, même si je passe toujours des excellents moments. Et franchement, le fait de retrouver ça dans ce récit, ça m'a fait trop plaisir. C'est en plus un livre qui est extrêmement bien rythmé, parce que il y a des moments, il y a pas mal de moments assez lents où les 2 protagonistes, dont je vous parlerai pas plus, mais c'est un enemies to lovers, c'est de la romantésie, donc il y a 2 protagonistes, se découvrent, se cherchent, flirtent, ont ces espèces de va-et-vient un petit peu continuels, de grandes discussions enflammées, extrêmement frustrantes, où on se dit que peut-être un jour il faudrait qu'ils se disent ce qu'ils ressentent, parce que c'est quand même très très frustrant. Et à la fois, donc ces moments un peu plus lents, même si du coup il y a quand même le rythme de la relation, et on alterne avec des passages où il y a beaucoup plus d'action, où il y a beaucoup plus de tension dramatique, parce qu'il y a des gens qui meurent, parce que c'est pas très très cool tout ce qui se passe, parce que il y a le contexte global de la fantasy qui rentre en jeu. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon dosage, parce que quand j'étais dans les moments où il y avait cette romance qui se mettait en place, j'étais extrêmement bien. Et quand il y avait ces moments d'action, ça me plaisait bien aussi, et je voulais retourner à la romance. Enfin voilà, j'avais envie de l'un et l'autre, donc pour moi c'est le dosage absolument parfait, parce qu'à aucun moment je me suis dit non, il y a trop de ceci, ou il y a trop de cela, ou il y a des longueurs, etc. Il y a des passages un peu plus lents, effectivement, mais je les qualifierais pas de longueur, parce que pour moi ils étaient nécessaires à la construction de la relation. Peut-être un petit peu trop de va-et-vient, je t'aime moi non plus, d'Enemies to Lovers à certains moments, mais je dirais pas que c'est gênant, parce que je pense que c'était dans la construction des personnages, et c'est une des grandes intelligences de Jennifer L. Armentrout, mais c'est vrai dans beaucoup de ses récits, c'est que c'est une autrice qui comprend fondamentalement la psychologie de ces personnages et leur évolution possible, et qui les rend du coup extrêmement réalistes, et notamment dans la gestion des traumas. Je trouve qu'elle fait ça extrêmement bien, avec le côté où le trauma il va pas disparaître comme ça parce qu'il est résolu ou pas d'ailleurs, et que des fois il peut revenir à des moments où c'est pas du tout pratique, où on s'y attend pas du tout, et où ça a pas grand chose à voir avec la choucroute, mais c'est comme ça. Et vraiment là-dessus, encore une fois, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien dosé, extrêmement bien fait. J'ai adoré les personnages. Le personnage principal masculin est formidable. Vraiment. J'ai beaucoup aimé aussi donc Poppy, ça c'est pas un spoil, la protagoniste féminine, qui encore une fois prend son indépendance, prend un petit peu sa place, se révèle aussi, et qui était très agréable. Alors il y a des choses un petit peu clichés de romantasy où elle est plus que ce qu'elle ne paraît être, parce que c'est un peu toutes les nanas de romantasy, j'ai envie de vous dire. Mais moi c'est un trope que j'aime bien en fait. Enfin, et quand c'est fait comme ça me dérange pas tant. Et là, ça m'a pas franchement dérangée, j'étais contente pour elle, j'étais allez vas-y, tu es quelqu'un de formidable, on le sait tous. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce livre, et je trouvais très très intéressant de finir par celui-là. D'une part parce que c'est lui que je viens de finir de lire il y a à peine quelques dizaines de minutes. D'autre part parce que je vous parlais de manque d'objectivité en vidéo, et là clairement, je manque absolument, totalement d'objectivité pour ce récit, mais parce que pour une raison, encore une fois, que je n'explique pas, passé ces 70 pages, j'étais complètement embarquée. Et alors, est-ce que ça tient du style de l'autrice que j'apprécie énormément? Est-ce que ça tient des personnages, de leurs relations, de leur dynamique? Peut-être que c'est encore une fois un mélange de tout ça. Mais du coup, ça a hyper bien marché, et j'étais
à fond dedans et j'ai passé un formidable moment. C'est, je pense qu'on peut dire, un très très beau coup de cœur pour ce récit, pour cette saga, pour la plume et les personnages de Jennifer Ellermann-Trout d'une manière générale. Je n'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 sorte. J'ai vu sur Booknode une annonce pour décembre 2022, mais sans aucune certitude parce qu'il n'a pas du tout été annoncé par la maison d'édition. Je serai au rendez-vous, même si il y a ce battage médiatique qui est un petit peu trop, je trouve, même si c'est un peu compliqué de le voir partout. Je suis contente de l'avoir lu avant de voir tous les avis tomber parce que je pense que ça m'aurait un petit peu saoulée aussi. Donc je suis désolée si je participe à ça pour vous, mais je voulais quand même vous en parler parce que ça a été une très très bonne lecture et que c'est vraiment pour moi de l'excellente romantasy. Si vous aimez ce style de lecture, c'était très 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 bien. Et c'est tout du coup pour cette vidéo un petit peu bizarre, beaucoup plus longue que toutes les dernières lectures que j'ai pu faire jusque là, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur ces livres manifestement, que je les ai aimés ou pas. Je trouve que c'est voilà, intéressant d'essayer de déconstruire un petit peu, avec plus ou moins de succès comme on peut le voir, mais ce qui fait que on aime un livre ou on ne l'apprécie pas. Et voilà, c'est un exercice que je trouve pas évident, donc j'essaierai peut-être de le refaire. C'est assez rare globalement que j'apprécie pas franchement mes lectures ou que je sois aussi indifférente que j'ai pu être pour les éveilleurs, parce que le temps aidant, l'âge avançant, j'ai envie de vous dire, je sais quand même un peu plus ce qui me plaît, ce que j'apprécie, ce que j'ai envie de lire dans un certain mood, etc. Mais il arrive que je me plante parce que voilà, encore une fois, un livre c'est une rencontre et des fois ça marche pas. Mais si jamais ça se reproduit, si jamais j'ai ces espèces de rendez-vous ratés, et je ne manquerai pas de vous en faire part et d'essayer de vous expliquer pourquoi, même si mon explication laisse à désirer. C'est une sortie de vidéo, encore une fois, beaucoup trop longue pour cette vidéo, beaucoup trop longue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés ou s'ils vous font envie. N'hésitez pas également à me parler, vous, de votre rapport à la lecture et à ces livres pour lequel vous savez pas pourquoi vous les avez aimés, vous ne savez pas non plus pourquoi vous les avez pas aimés. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus en profondeur sur ça, parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir une vraie discussion là-dessus, mais là, je tenais quand même à vous en parler, parce que c'est des livres qui m'ont beaucoup questionné à ce propos. Et puis voilà, comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis à la prochaine.